Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne fête nationale déjà pour commencer. Je fais cette vidéo avant l'ouverture des US, donc ça pourra éventuellement varier un certain nombre de choses. Mais on va faire comme d'habitude en une seule vidéo, je ne vais pas la découper en deux, j'ai pas le temps. On va faire donc l'analyse indice, euro-dollar, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous le savez, ça fait déjà des semaines, voire des mois que je vous dis que l'été, on a à peu près toutes les figures de congestion qui arrivent un petit peu au bout sur cet été, donc on va avoir, je pense, pas mal de décisions qui vont être prises, donc voilà, c'est toujours la même chose. Tout le monde vous explique toujours que l'été, il se passe rien en bourse. Moi, je pense honnêtement le contraire, il y a toujours des choses intéressantes. Et même si, en termes de performance, il se passe pas grand-chose, c'est en règle générale le moment où il y a un paquet de choses qui se construisent pour derrière la rentrée, ou en tout cas privilégier un certain nombre de sous-cycles pour la fin d'année. Et je pense que cette année ne dérogera pas à cette règle-là. On a justement en premier lieu le 10 ans américain. Donc ça, c'est le prix des obligations, donc même chose, toujours la même chose. Donc quand la semaine dernière, en gros, on jouait à se faire peur avec Powell qui nous expliquait que l'inflation n'était pas vaincue, qu'il allait continuer de monter les taux au-delà de ce qu'on avait prévu, on avait encore prévu à la limite un 0,25, auquel on devrait avoir droit en juillet, parce que je vois mal Powell nous avoir expliqué, si vous voulez, qu'il se laisse libre cours, que ce n'est pas une pause, c'est pas parce qu'ils ont fait une pause en juin que c'est la pure pause, et qu'ils se laissent libre cours d'augmenter encore les taux de 0,5%. Alors peut-être en deux fois 0,25, une fois en juillet, une fois en septembre, puisqu'en août il n'y a pas de réunion, il y aura juste Jackson Hole. Mais pour moi, voilà, donc ça serait une perte de crédibilité et de confiance, et on veut absolument l'éviter, que de ne pas monter les taux en juillet. Donc je pense qu'ils vont faire un 0,25. Le marché, pour autant, lui, joue en mode bluff, joue que voilà, c'est terminé, et que peut-être oui qu'on aura 0,25, mais peut-être qu'on n'aura pas d'autres 0,25, puisqu'on voit qu'on a des stats qui sortent, qui sont un peu mélangés. D'un côté, on a des stats qui sont très en retard, comme le chômage, euh, où on a la résilience tout simplement de l'employabilité, la résilience du consommateur. Cette résilience du consommateur se fait avec de plus en plus de crédits, qui a des taux de plus en plus élevés, donc à un moment donné, si vous voulez, ça va coincer, mais toujours est-il que d'un autre côté, l'économie est résiliente, il y a toujours énormément d'emplois, et il y a cette inflation de second tour qui est en train d'avoir lieu avec l'augmentation des salaires. Donc on a un petit peu, c'est ce que je vous avais dit, ce pivot de cet été-là, où on a un petit peu des stats qui vont dans tous les sens. Quand on va regarder les stats de l'inflation, eh ben, elles sont en baisse. Quand on va regarder les stats d'inflation, les prix à la production, également, c'est de la désinflation. Alors, il y en a certains qui diront c'est en train de baisser trop vite, donc à nouveau la peur de la déflation, voire éventuellement voilà, une récession, un ralentissement économique qui arriverait beaucoup plus rapidement et fortement, puisque les taux commencent à rentrer dans l'économie. Et donc en gros, en mode, Powell fait l'erreur maintenant de continuer d'augmenter les taux, voire de les maintenir à un niveau élevé jusqu'à trop longtemps, jusqu'à la fin de l'année, alors qu'il faudrait baisser les taux maintenant parce qu'on a toutes les preuves qui démontrent que l'économie est déjà suffisamment attaquée, l'inflation est déjà vaincue, et ce qui peut faire peur maintenant si on continue comme ça, ben, c'est la récession et la déflation. Et d'un autre côté, vous avez un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui vous démontrent que la désinflation jusqu'à maintenant, c'est essentiellement parce qu'on a eu la baisse des prix, qui ont un facteur déflationniste actuellement, mais à côté de cela, même si on a beaucoup de désinflation sur un certain nombre de choses, on reste quand même sur des niveaux de prix socle au-dessus de ce qu'on avait les précédentes années. Donc en gros, il faut même éventuellement, si les prix de l'énergie rebondissent, parce que si on se dit que l'économie est résiliente, si on se dit que la Chine va bien finir par dépenser ses milliards d'épargne parce que la confiance revient, patati patata, et ben à un moment donné, si vous voulez, si vous n'avez pas eu cette récession qui permet un petit peu de gommer véritablement l'inflation, eh ben, on part sur une zone où il faut s'attendre éventuellement à un rebond, ou en tout cas un socle où l'inflation ne baisse plus autant, puisque on n'a plus l'effet de base de l'année dernière, où je rappelle que les prix d'énergie étaient au plus haut il y a un an, et quand les stats sortent, la stat c'est sur un an glissant, donc si vous voulez, on va plus avoir cet effet de base à partir de la fin de l'été, et à partir de ce moment-là, si on a un rebond des prix de l'énergie,
ça se verra tout de suite. Si vous voulez, en termes d'inflation, aujourd'hui, sur les autres éléments autres que l'énergie, vous avez surtout les loyers. Les loyers, à mon avis, ils vont finir par baisser aussi, c'est ce qui mettra le second coup. Mais il y a ce laps de temps où, pendant quelques mois, si vous avez un rebond des prix de l'énergie, il faut s'attendre également à ce qu'on ait un rebond de l'inflation, un petit peu comme en Allemagne, et on finit par, et où on se dise, aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde tape des deux mains en se disant l'inflation est vaincue, Powell ne montera plus les taux, ou un 0,25 de plus, on s'en fout un petit peu. Mais demain, on peut très bien jouer à se faire peur, en mode l'inflation ne baisse plus tellement, ou en tout cas à une phase de rebond. Powell éventuellement continuera de monter les taux, et ensuite on jouera à se faire peur sur le fait que les taux ont été montés de manière trop importante, l'inflation certes baisse, etc., mais peut-être qu'on aura peur à ce moment-là plus de la récession, parce que l'inflation ne devient plus un sujet, et on se dira, si vous voulez, que l'économie est résiliente, mais c'est toujours la même chose. Si vous voulez, le premier truc à baisser, c'est le prix de l'immobilier. Deuxième truc à baisser, c'est les commandes à l'industrie. Le troisième truc à baisser, c'est le consommateur, les ventes au détail, etc. Et le dernier truc, c'est le chômage. Donc si vous voulez, c'est un petit peu normal que quand vous regardez les stats du chômage, vous n'êtes pas encore en plein impact. Donc c'est là, si vous voulez, où on commence à rentrer dans le moment où le marché peut continuer à être dans le monde des bisounours, à se dire tout va bien dans le meilleur des mondes possible, ou alors peut changer le narratif, et le narratif peut devenir, ok, c'est maintenant qu'on est dans une phase contraignante, c'est maintenant, si vous voulez, que l'inflation a baissé en dessous des taux, que l'on est véritablement dans une contrainte de liquidité, et donc c'est maintenant, si vous voulez, qu'on va commencer vraiment à impacter l'économie, c'est-à-dire que la résilience qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'était juste un lag, quelque part, dans ce paquebot économique qui met beaucoup de temps à virer de bord. Mais on va y arriver, et donc ce qui fera peur ensuite au marché, finalement, c'est que Powell, ça sera plus que Powell monte les taux, ça sera que Powell ne les descende pas suffisamment vite. Mais en même temps, si vous voulez, un autre facteur inflationniste, c'est cet effet richesse sur les marchés. Donc on ne peut pas être non plus en open bar. Donc c'est là aussi où, à un moment donné, si vous voulez, je pense que le marché réalisera qu'on n'est plus sur du open bar comme on l'est depuis 2019, renforcé par le Covid, et les banques centrales vont devoir glisser ça dans le temps. Donc c'est là où éventuellement on peut commencer à changer la mentalité de la manière dont le marché évolue, et je ferai certainement un article plus évolué là-dessus sur lundi, mais en gros, on se contrefiche des valorisations pourvu qu'il y ait des revenus récurrents. Et peut-être que le marché reviendra derrière à une autre logique justement de valorisation. Mais tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps, hein. C'est toujours pareil, la culture, si vous voulez, ça peut changer, ça prend énormément de temps à changer. Mais j'aurai l'occasion de pousser un petit peu plus la réflexion sur ça, via un article, etc., le temps de m'asseoir. Donc, voilà un petit peu où on en est, et regardez l'obligataire, c'est très intéressant. Donc on a joué l'effet peur sur justement, on va continuer de monter les taux, et puis on joue le coup de bluff, pour moi, le coup justement où, ok, c'est qu'une question de temps, et l'inflation ne sera plus un sujet, et on va reparler du ralentissement économique, voire de la récession, même si c'est une projection à 6 mois. N'oubliez jamais que les marchés se projettent, et donc on a eu peur toute l'année 2022 de la récession, elle n'a pas eu lieu, donc on a revalorisé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y aura pas droit, c'est juste qu'elle a été repoussée dans le temps pour un certain nombre de facteurs, etc. Et c'est cet aspect timing qui est toujours le plus compliqué, et c'est pour ça que la majorité des économistes ne gagnent pas d'argent en bourse, voire n'ont pas un seul euro en bourse, parce qu'ils peuvent très bien avoir raison, mais comme ils ont rarement le bon timing, avoir raison trop tôt ou trop tard en bourse, c'est perdre. Donc, ce qui nous intéresse, voilà, c'est que pour l'instant, on est revenu dans la congestion. Donc il faudra revenir au-dessus des 98, et à partir du moment où on évolue ici, là on se dit que le narratif est en train de changer, et que le marché est en train, à nouveau, de regarder un petit peu plus du côté de la récession, plutôt que du côté de l'inflation qui devient un sujet secondaire. Le pétrole. Ça aussi, ça va être très intéressant, parce que forcément, si on se dit que l'économie va bien,
le pétrole également est en train d'éventuellement se retourner. Alors ça va être génial, parce que si le pétrole se retourne, on dira ok c'est très bien, parce que ça veut dire que l'économie est en bonne santé, mais très rapidement on se dira ok c'est moins bien, parce que ça va supporter également l'inflation. Donc ouais, ça va supporter le fait que les taux restent élevés, et si les taux restent élevés, ça supporte la contrainte sur les liquidités qui arrivent vraiment, et donc éventuellement la future récession. Et vous voyez, tout ça, il faut que ça s'imbrique au fur et à mesure dans le narratif, et ça peut prendre des semaines, encore des mois, et c'est pour ça que je vous dis que l'été est tellement important, parce que c'est potentiellement cet effet de transition dans le narratif qui est en train de se passer ici. Donc au niveau du pétrole, pour moi, on s'est remis dans les bonnes dispositions, mais tant que vous ne cassez pas cette zone des 85, 87 $, 88, on ne peut pas parler de retournement haussier encore, qui ferait peur en mode inflationniste et compagnie. Donc ça, on regarde, et on regarde aussi beaucoup du côté de la Chine, parce que pour l'instant, voilà, il motive pas trop les troupes, mais on sait que il suffit que la Banque centrale chinoise annonce quelques aides supplémentaires, etc., pour essayer de motiver. Alors ils veulent éviter l'inflation, mais ils veulent aussi éviter la perte de confiance. Et pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que ils sont remplis d'argent, mais ils ont une perte de confiance, c'est-à-dire que pour l'instant, ils continuent à jouer le fourmi. Un petit peu comme les Français, c'est-à-dire ils sont à, je sais pas, 16-17% d'épargne, absolument énorme, mais après, bon, c'est une question de mentalité, de population aussi. On n'est pas à la mode américaine, où on est à revenu à 2% d'épargne, et tout le monde fait comme si c'était tout allait bien, si vous voulez, et l'avenir est rayonnant. Mais on va regarder ce qui va nous intéresser, c'est le cuivre, pour regarder un petit peu et anticiper ce que pourrait devenir peut-être la Chine en support. Et là, on est typiquement dans la congestion aussi, sauf qu'on se remet dans le haut de la figure. Donc si on arrive à casser par le haut de la figure, là, ça veut dire clairement que le marché est en train d'anticiper que la Chine va redevenir un poids. Donc pour moi, voilà, c'est plébisciter à nouveau les valeurs chinoises, comme c'est déjà le cas depuis une bonne semaine, et jouer en effet cet attrait chinois. Ce qui peut renforcer le fait qu'économiquement parlant, on a un support supplémentaire, mais ça veut dire que ça renforce aussi les matières premières, ça renforce l'inflation, ça renforce le fait que les taux restent hauts, sans parler vraiment de hausse de taux, hein, parce que je pense qu'on est limité, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, les banques centrales sont pieds et poings liés, donc oui, elles peuvent avoir le discours, elles peuvent limite monter de 0,25, 0,5, 0,75 pour la Banque Centrale Européenne, mais voilà, ça va se limiter à ça, et donc pour moi, c'est ce que le marché a joué, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas monter les taux non plus, pour vraiment tuer l'inflation, on est obligé de lisser dans le temps. Et donc je regarde également le cuivre. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est donc les indices. Le CAC 40, on le voit, est en train de continuer à graviter sur son oblique descendante ici en résistance. Si ça passe, on a une résistance horizontale, on va dire entre les 7420, je vais arrondir, et les 7480 points, qui sera le gros morceau, avant d'éventuellement jouer à nouveau des plus hauts vers la zone des 7006. À ce stade-là. On va rester positif, alors il faut voir si on passe, pour l'instant on bute, mais on va rester globalement positif parce qu'en plus on a le soutien des banques qui annoncent des bons résultats, donc là aussi ça fait un relais, même si les banques n'ont plus la même taille qu'elles avaient il y a encore quelques années dans le CAC 40, mais toujours est-il que graphiquement parlant, on reste positif sur éventuellement la capacité de casser, tant qu'on va conserver cette zone des 7280 points, 7260 points. Si on repasse en dessous, il faudra le revoir comme un accès de faiblesse, mais à moyen terme, on reste quand même très neutre, tant qu'on va tenir les 7000 points qui revêtent un plus psychologique. Par contre, ce qui est en train de se passer là, qui est très intéressant pour moi, c'est l'euro-dollar. Vous voyez, qui est en train de casser par le haut. Bon, typiquement, c'est encore une fois le graphique qui avait raison par rapport à tous les protagonistes justement de la force du dollar, donc c'est toujours la même chose. Mais donc là, on continue le rebond, on a breaké les 1,11, on va chercher les 1,12, et on va travailler peut-être un petit peu plus cette zone. On peut même aller chercher jusqu'au 1,16, ça je sais pas, on verra en combien d'étapes on le fait, mais typiquement là on a donné un bon signal. Alors forcément, ça fait un petit peu mal si on a un portefeuille, qui n'est pas, où on fait les changements en dollars, etc. Mais ça, pour moi, c'est aussi très positif, un petit peu pour rameuter des flux sur les émergents et l'Europe. Donc ça aussi, pour moi, c'est intéressant. Alors, dans un second temps. Et donc ça sera à regarder. Éventuellement un pullback qui peut revenir sur la zone des 1,11, 1,10, qui sera intéressante à conserver pour valider le mouvement. Donc on voit, ça faisait déjà depuis le début de l'année en gros qu'on était dans le zigzag, dans la congestion, et on en sort par le haut. Donc ça pour moi c'est positif.
en termes justement de gestion de flux, et il faut pas sous-estimer ça. Et je continue de penser que beaucoup de gérants vont vouloir aller chercher un petit peu le socle fondamental pour essayer d'aller chercher de la perf, mais avec ce socle fondamental. Et on en a beaucoup en Europe. Si on va regarder le Nasdaq 100, donc les valeurs de croissance, là aussi on a un boost qui est en train d'être mis en place. C'est haussier, point barre, c'est en train de partir en exponentiel, en mode bouquet final, feu d'artifice, que vous voulez. On est en train de commencer à gratter cette ancienne zone de support ici, aux alentours des 15 700 points. Passera, passera pas, ça on verra, on évite de jouer aux devinettes. Pour moi, tant qu'on va tenir maintenant les 15 002, c'est-à-dire cette zone de gap, 15 150, 15 002, on va rester positif. Si on passe le jour où on passe en dessous, on dira ok, on revient dans une neutralité et on digère un petit peu cette hausse en attendant d'avoir une figure à travailler. Mais sinon, voilà, c'est haussier, point barre, je veux dire, on peut même revenir chercher les 16 000 points, même les plus hauts, certains pourront dire, mais voilà, la question c'est, est-ce qu'on y va en bouquet final, ou est-ce qu'on va encore construire ça? On peut pas anticiper, donc on va procéder par étapes. Donc pour moi, au-dessus des 15 002, en gros, on reste positif, point barre. Ce qui va m'intéresser également, c'est sur l'or. Donc on le voit, comme le dollar bouge, évidemment, l'or bouge, et c'est très intéressant. Les taux ont bougé aussi. Donc en gros, on joue quand même bien le fait que on a cette résilience économique, mais on se projette justement quand même un petit peu sur une attaque du ralentissement économique. Donc on verra. C'est toujours la même chose, si vous voulez, le marché anticipe et après vous avez les stats. Donc là, ce qui nous intéresse sur l'or, c'est même chose, le dollar baisse, donc on a le dollar qui s'apprécie, et l'or qui s'apprécie, et on est en train donc de faire le rebond. Donc on avait dit ici, de toute façon, c'était une correction au prorata de la hausse, congestion, le but c'était de relancer, vous voyez qu'on est revenu sur cette oblique ici, et hop, on relance de manière assez forte. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, hop, si je reviens ici, c'est casser l'horizontale. Donc on va placer l'horizontale ici, à peu près, sur les 1980, et je vais arrondir même à 2000 $, et c'est vraiment cette zone qu'il va falloir passer pour commencer à se remettre dans le haut de la figure et à jouer potentiellement la sortie par le haut. Mais pour moi, pour l'instant, je resterai dans une construction assez neutre, hein, donc c'est des bons rebonds à court terme, mais pour l'instant, je resterai dans ce qui devient une construction assez neutre entre 1900 $ pour arrondir et 2100. Et tant qu'on ne va pas sortir de là, on ne va pas vraiment avoir d'indication. Même chose sur l'argent, donc j'y reviens pas. Ce qui nous intéresse, c'est le bouquet final aussi sur les semi-conducteurs. Donc on voit, on est en train de casser la figure par le haut, ça c'est bien motivé aussi par Nvidia et compagnie. Donc voilà, là aussi, ne jamais sous-estimer, si vous voulez, la force du narratif du marché pour continuer de survaloriser des valeurs qui sont déjà survalorisées. Quand le marché décidera autrement, justement quand on aura changé les mentalités, c'est peut-être, donc on est dans cette transition-là, on décidera de recalmer un petit peu les valorisations sur ces valeurs-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, on avait la bonne congestion, on est en train de la breaker par le haut, donc là, même chose, on a à nouveau un signal. Tant qu'on n'a pas une grosse mèche haute, etc., ou qu'on ne réintègre pas la figure, c'est-à-dire en repassant sous les 510 $, je vais arrondir, voilà, même chose, il n'y a pas de signal de conso ou de faiblesse là-dessus. Donc on est dans la continuation de toute façon de la tendance haussière sur les semi-conducteurs, et tant que c'est le cas, je veux dire, on est en mode YOLO sur toutes les petites capes aussi, on voit qui performent très bien, et je ne vais pas le montrer ici, mais le Russell 2000 également est dans une très bonne configuration. Donc on a vraiment de la force, tout simplement dans les mouvements actuels. Ça fait un petit peu FOMO, bien entendu. Il faudra certainement s'attendre à des retours de bâton et de la volatilité, mais en attendant, je veux dire, les configurations sont belles, et si on suit le graphe, si on se force à suivre le graphe et à oublier un petit peu tout ce qui peut être fonda et les risques que cela peut connaître, on a clairement de très belles perfs, et surtout ce que l'on voit, c'est qu'il y a des flux qui rentrent, donc ça se fait très rapidement. Ce qui, encore une fois, poussera de la volatilité prochaine, mais voilà, chaque chose en son temps. On verra plus tard.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. On va passer rapidement à une liste d'actions. Alors bon, je regarde pas tout, je fais du suivi, etc. C'est plus pédagogique, etc. C'est pas parce que je parle pas d'un titre qu'il est pas intéressant, c'est parce que je parle d'un titre qu'il est vraiment intéressant. Des fois, c'est juste pour la configuration. Donc là, Advicen, par exemple, c'est une biotech, c'est pas forcément intéressant pour la majorité d'entre vous, mais il peut y avoir de la spéculation. On voit si on déborde les 4 euros, il peut y avoir des poussées. Sinon, les valeurs chinoises continuent à être intéressantes. Pour moi, on a fait une bonne zone depuis ce début d'année de congestion et on est en train d'en sortir par le haut. Donc là, on le voit pour en exemple Alibaba, mais il y a plein de valeurs qui vont très bien également, même le marché auto chinois. Je pense que voilà, cette fin d'année, il va falloir continuer à regarder les valeurs chinoises. Parce qu'on a des retournements qui sont en train de se valider. Alors on peut encore avoir des consos, etc. Après, il y a toujours le risque, hein, en fonction des annonces X ou Y en Chine, mais ça fait partie du jeu. Donc c'est ce qui fait, c'est là où il faut tailler les positions. Mais pour moi, on a des configurations en retournement qui sont en train de se valider. Par contre, quand on regarde les grosses caps américaines, bon, on se dit, ok, elles peuvent toujours essayer d'aller taper, mais dorénavant, le potentiel de gain paraît quand même limité par rapport au risque de perte, c'est-à-dire au risque de volatilité, surtout à la baisse, c'est-à-dire de revenir chercher des supports. Donc on peut avoir pas mal de volatilité. Je pense pas qu'on retournera les tendances à la baisse comme des crêpes. Je pense au contraire que dès que vous allez avoir des grosses baisses, ça sera vu comme des opportunités, ça sera acheté, donc vous aurez des rebonds tout aussi violents, et c'est ce qui va permettre de créer les zigzags et les constructions de figures qui ensuite, dont la sortie ensuite, nous permettront de valider ce qu'on joue en sous-cycle, soit des corrections un petit peu plus fortes, soit to the moon, ce qui sera pas sain à mon sens, mais encore une fois, on verra plus tard. Donc voilà, pour Apple, même idée, donc là on le voit, on est en train de construire, il faut laisser faire le zigzag. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est de regarder toutes les valeurs qui n'ont pas été plébiscitées pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, et ces valeurs-là sont essentiellement donc, des valeurs cycliques, un petit peu du vieux monde, dont fait partie ArcelorMittal, et là pour moi, voilà, on a des constructions biseau descendants. Il faudra les casser par le haut, et là on commencera à parler rotation, d'un point de vue moyen-long terme, ça pourra être intéressant. Au niveau des semi-conducteurs, voilà, ASM International est en tête de file, pas de surprise globalement, on va rester positif au-dessus des 390 €, vous pouvez avoir toujours des consos, et là si ça break, on va aller chercher potentiellement des plus hauts, en mode là aussi certainement bouquet final. Le seul moment, voilà, c'est repasser en dessous des 390 pour se poser peut-être quelques questions à plus moyen terme, mais pour l'instant c'est haussier point barre. Atos, ça va se regarder aussi, on commence de plus en plus à arriver vers le terme hein, de la scission et compagnie, et on voit le marché se met en embuscade sous cette oblique ici. Donc si ça passe, pour moi ça sera un bon signal, on commencera un petit peu à se placer, il faudra dépasser les 16 € ensuite, et après, bon, on le voit, il n'y aura pas grand-chose avant les 20 € qui sont pour moi toujours la target. Big Ben Interactive, bon, c'est une petite valeur jeux vidéo, elles ont été un petit peu dynamisées cette semaine par le fait que il y a un go à nouveau sur l'OPA de Microsoft sur Activision. Ça reste quand même un secteur qui reste un petit peu compliqué à ce stade-là, la majorité des valeurs tirent un petit peu la tronche, et Big Ben en fait partie. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de signal. Donc c'est de la pure anticipation de se dire, ok, on est potentiellement en train de construire un socle, mais à ce stade, c'est plus de l'observation que de l'achat pur et dur. Et ce qu'on attend véritablement, c'est un débordement des 5,40 €, 5,50 € pour se dire, tiens, on a un pré-signal avec une construction qui nous permettra de commencer à anticiper potentiellement un retournement. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, mais voilà, ça se regarde. Tout ce qui est secteur d'activité qui continue d'être subventionné par les États, donc tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est... donc il y a de l'eau, du valeur verte, mais il y a aussi les hydrocarbures, aussi, ne pas oublier, tout ce qui va être armement, tout ce qui est digitalisation, voilà, on continue d'être énormément subventionné et compagnie. Pour moi, tout ça, c'est des secteurs qui, pour l'instant, n'ont trop rien fait. Donc là, il y a de l'eau, etc. Mais on sait qu'on a un certain nombre de supports du gouvernement, donc il faut continuer à regarder ces entreprises-là qui, à mon avis, peuvent faire du rattrapage. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est souvent des entreprises qui sont endettées, donc ça faisait un petit peu peur avec la hausse des taux et compagnie.
Mais justement, peut-être que là, le narratif va changer un petit peu aussi, et on va jouer peut-être des rattrapages sur ces valeurs. Alors c'est déjà le cas, on a vu du Voltalia, des bons rebonds sur Voltalia, Neoen, Solaria et compagnie, et j'en passe et des meilleurs. Les tendances sont encore très baissières, hein, donc c'est des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place. Mais voilà, ça fait partie, si vous voulez, des primeurs où on joue peut-être des rebonds si c'est notre profil, mais on se remet à regarder ces valeurs-là. Bio-UV, donc pour l'instant il n'y a pas de signal si vous voulez, mais vous avez, alors c'est un titre, c'est une petite cape, donc elle est assez volatile, mais vous avez une construction qui est intéressante. Donc sur débordement des 4,50 €, on voit qu'on aurait un retour. Donc ça se regarde pour l'instant, je dirais pas qu'il y a de signal, il y en a certains qui anticiperont, mais voilà, ça fait partie des valeurs que je remets un petit peu sur le radar. Capgemini, ça va se regarder aussi. On le voit, pour l'instant on bute contre cette oblique-là, mais si on arrive à la faire céder, on peut éventuellement avoir un retour. Et là, ça va être très intéressant, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de valeurs comme ça, tech, entre guillemets, qui sont aux portes de relancer leur tendance haussière. Vous avez pareil sur du OB, sur du S2I, sur des plus petites valeurs, hein, avec moins de volume, etc. Mais on a à peu près les mêmes configurations. Donc si ça passe quelque part, ben, on jouera des relances sur ces valeurs-là. Et je dirais que si ça passe pas, on a des configurations maintenant qui sont bien matures, c'est-à-dire que on a les niveaux, et les niveaux de repères qui sont bien définis. Ici par exemple les 165 € sur Capgemini, et si on recasse par le bas, on jouera la prudence à ce moment-là. Karma, c'est une action qui me tient à cœur, c'est une tendance purement baissière. Souvent des gens me demandent pourquoi j'ai la position, ben justement parce que j'ai acheté le dossier, si vous voulez. J'ai pas acheté la configuration ou quoi que ce soit, je sais très bien que je perdrai certainement de l'argent là-dessus, il y aura certainement encore des augmentations de capital, etc. C'est juste une valeur, je trouve, voilà, si c'est un succès, c'est avant tout bien pour les patients, tout simplement. Après, au-delà de cela, c'est une capitalisation par rapport aux concurrents américains qui est ridicule, donc voilà, ça serait également intéressant de faire un cocorico. Après, graphiquement, à très court terme, il y a une amélioration, c'est encore très poussé, hein, très poussif, on ne peut pas parler de moindre risque ou quoi que ce soit, voilà. Et on sait très bien qu'il y aura des augmentations de capital qui interviendront encore très certainement l'année prochaine et compagnie, donc il y a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, ça fait partie des valeurs en potentiel rebond qui peuvent être intéressants aussi. CGG, on avait eu une bonne poussée cette semaine, on bloque sur la résistance là aux alentours des 0,76, on est en train de congestionner, mais je pense que là aussi, sur les parapétrolières, comme pour Valorec, on va voir un petit peu plus tard, on a des bons retournements qui sont en train de se mettre en place. Donc au niveau configuration, ça devient intéressant, même moyen terme, hein, ces parapétrolières. Coupang, ça c'est une valeur sud-coréenne, alors c'est coté aux US, enfin l'ADR est coté aux US, donc on a la congestion, on est au bout, donc éventuellement on voit le marché qui pourrait jouer les rattrapages sur les Chinoises, les Argentines, que c'est déjà le cas, etc. Bref, tous les trucs que j'ai étudiés déjà depuis de nombreux mois, et là où on est en train de revenir un petit peu dessus. Dana Nexus, ça c'est une chinoise, là aussi il y a encore beaucoup de boulot, alors elle est très nerveuse, elle est volatile, mais je dirais qu'on a une construction intéressante qui est en train de se mettre en place. Donc pour du moyen terme, pour l'instant, je resterai positif tant qu'on va tenir cette zone des 5 $. Dassault Systèmes, c'est un petit peu comme Capgemini, on reste dans une configuration qui est intéressante pour éventuellement jouer la relance. Donc on voit qu'on a une bonne poussée ici, on va rester positif sur le fait de jouer cette relance-là au-dessus des 39,50, 39,70, mais il va falloir casser les 42, et là on va pouvoir essayer d'aller viser les 45. DBV Technologies, c'est une autre biotech que je regarde, mais pour l'instant, voilà, je me suis remis en stand-by dessus, je vais patienter, il faut refermer ce gap-là, je pense, donc conserver les 3 €, et après, on va voir si le marché tient cette zone-là, mais de toute manière, on a cassé un petit peu la dynamique, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressera, c'est tenir un support, revenir au-dessus des 3,30, 3,40, et là, de reprendre position. L'uranium, c'est un autre sujet qui m'intéresse énormément. Bon, après, j'ai pas pris beaucoup de position dessus dernièrement, j'ai un petit peu loupé à chaque fois les bonnes étapes, mais toujours est-il que là aussi, on voit que ça se réveille un petit peu. Donc au niveau matière première, on voit que ça commence à se réveiller sur pas mal de choses. Et sur l'uranium également, donc on a une bonne congestion ici. Est-ce que c'est le point de départ ou pas? Il va falloir breaker pour le savoir, mais en tout cas, on a des bons repères pour regarder. Derichebourg également, ça se regarde, ça suit de toute façon aussi le côté matières premières et compagnie. Donc on a un bon biseau descendant ici en construction,
passera pas à ce stade-là, mais je pense que voilà, c'est une bonne valeur à jouer en retournement aussi. Eramé, donc qui dit le fait que l'économie est résiliente, etc., dit que ben, on est revenu sur ces valeurs cycliques-là. Alors après, le marché peut reprendre peur, bien entendu, hein, donc on ne sous-estime pas. J'ai réajusté mon oblique, je vais la mettre plutôt ici. Donc voilà, là, on voit aussi que c'est cet été que ça va se décider. En gros, le marché va se décider si vraiment on joue la résilience économique et peut-être le relance d'une tendance, ou si on rejoue à se faire peur sur une récession qui pourrait arriver, patati patata. Et ça va être très important pour toutes ces valeurs cycliques, parce que bah, là on est dans les bonnes configurations que j'ai plutôt envie de plébisciter en cassure par le haut, mais il faut encore confirmer, donc on va sortir par le haut. On va rester positif sur ce scénario-là au-dessus des 84 €, en dessous des 84 €, on redevient négatif sur le fait, et on commencera à se dire que le narratif récession peut-être prend un petit peu plus de force. ESSO, ça va être le même typique, alors il y a eu distribution de dividendes, donc j'ai ajusté mon graphe, on vire les obliques, hop. Et ce qui nous intéresse, c'est la même chose. En gros, ici, on a le retournement qui est en train de se mettre en place, tenir la zone des 45 €, et puis essayer de pousser à nouveau vers des nouveaux plus hauts et relancer la tendance. Eutelsat, ça c'est une tendance baissière, mais on est en train de travailler une plateforme, de construire une phase de construction globalement. Il faudra patienter encore, je dirais, pour en sortir par l'eau, aller chercher les 7, mais petit à petit on aura un truc qui deviendra intéressant. Donc là c'est encore un petit peu le début, un petit peu comme Clariane, qui a un petit peu le même type de configuration, ou OroAPI. Même si c'est des secteurs complètement différents, vous avez à peu près les mêmes types de configurations qui se regardent en construction. Donc c'est pas moins de risque, clairement, mais c'est à nouveau des valeurs qu'on regarde avec des retournements potentiels. Mais il faut attendre de voir un petit peu les constructions. Galapagos, bah là aussi, on a la construction, retournement potentiel au-dessus des 38,50 € à observer. GTT, on a eu une très bonne réaction la semaine dernière. Là, on est en train de reconsolider, mais ce qui serait important, c'est de tenir cette zone de gap, 92, pas repasser en dessous, parce que sinon, bon, ça fera un petit peu essuie-glace. Mais clairement, on valide les repères. Hein. Donc on a du support sur 87 €, on a de la résistance sur 99, et en gros, on a de la médiane sur les 93, 94, qu'il faut tenir, 92, 93, qu'il faut tenir et essayer de relancer et breaker. Et là, ça validera vraiment qu'on rejoue un cycle sur les matières premières, notamment hydrocarbures, et donc pétrole, gaz. Guillemot, secteur jeux vidéo, vous voyez, tendance baissière, mais à la limite, on peut commencer à avoir des volontés de rebond un petit peu plus fortes sur un débordement des 7 €, essayer de revenir chercher cette zone des 8 € à 8,30 € dans un premier temps. Donc voilà, le secteur des jeux vidéo, ça mettra longtemps, je pense, à se remettre, mais il y a ces phases de rebond qui peuvent avoir lieu. Au niveau de l'or, on voit qu'on a été très réceptif au dollar, et donc au rebond de l'or, et donc les minières ont suivi avec ces rebonds qui sont faits très fortement. On arrive déjà sur résistance, donc après il y a certainement une phase de construction qui sera observée avant de pouvoir parler de relance haussière encore à ce stade. Hermès qui revient au-dessus, comme ça ressemble au CAC 40 de toute manière. Alors je pars du principe, voilà, qui en gros c'est du range, hein, donc 1800 € et 2100 €, je vais être large, c'est du range, pour moi ça reste toujours haussier à long terme, mais je dirais dans une neutralisation et dans du range. Tant que ça ne dépassera pas les 2100, je ne partirai pas sur un nouveau cycle haussier. De toute manière, ça serait un petit peu désuet, ça deviendrait un petit peu trop excessif à mon sentiment. Donc je partirais plutôt du principe qu'on est en train de consolider, congestionner à plat. On peut toujours breaker un petit peu le plus haut, vous savez, pour un petit peu affûter les gens pour qu'ils balancent des breakouts, etc. Et ensuite réintégrer pour calmer tout le monde. Mais voilà, c'est pour ça que je parle des 2100 comme borne, mais voilà, 1800, 2100, pour moi, dans ces 300 €, il n'y a pas vraiment de gros signal là-dessus. C'est plutôt, pour moi, plutôt topiche, hein. Mais ça prend du temps, évidemment, parce que vous avez un gros flux derrière, c'est normal. Inat Pharma, donc ça, c'est spéculatif, ça reste une biotech. On est en train de se remettre dans des dispositions. Donc il faudra les confirmer, mais voilà, je jouerai bien la news et la cassure par le haut, et essayer d'aller chercher, pourquoi pas 4 €, 4,90 € dans ces zones-là. LVMH, même chose que pour Hermès, c'est haussier point barre, hein, au-dessus des 850 € indéniablement.
On a cette résistance ici des 900 € qu'on peut se faire plaisir à casser juste pour dire nouveau plus haut, LVMH, Bernard Arnault, Première Fortune, patati patata. Mais voilà, comme pour Hermès 2100, je verrai 920 €, 930 € comme vraiment max, et plutôt toujours de la construction de figures. Morel et prom, c'est dans le sens de tout ce qui est pétrole et compagnie, de dire tiens, ok, retournement. Alors il y a eu distribution aussi, donc j'ai mes obliques qui se sont fait la malle, puisque j'ai les graphes ajustés, mais si on peaufine un petit peu tout ça, on est un petit peu dans ce genre de truc là, de construction de figures. Donc là voilà, il nous manque encore, je dirais, le coup de rein qui va bien, pour vraiment valider le mode retournement. Mais on se met dans des bonnes dispositions, et je resterai encore positif sur toutes ces valeurs-là. Les plus petites valeurs, comme Moulinvest aussi, qui sont très liées au prix de l'énergie également. Même chose, potentiellement on a stoppé l'hémorragie, on est revenu, vous voyez, sur les anciens bas de 2021 et hauts de 2020, non c'était 2021 aussi. Donc on est en train de travailler cette zone, là aussi c'est pas des trucs où il faut voir des retournements qui se font du jour au lendemain. C'est des petites valeurs, donc il suffit qu'il y ait un gérant qui à nouveau revienne sur le dossier pour que ça pousse, parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais voilà, c'est un truc, voilà, vous pouvez revenir sur 30 €, consolider, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir un petit peu comment on va évoluer dans cette zone-là ensuite. Nacon, c'est dans le même sens que jeux vidéo et compagnie. Au niveau de la tendance, c'est rien, c'est baissier, point barre. Il y a une petite réaction en mode rebond technique à ce stade-là, mais c'est pas suffisant, évidemment, pour un investisseur. Ce qui sera le plus intéressant, c'est le jour où on repasse au-dessus des 2,10 €, 2,20 €. Mais tant que c'est 2,30 € même, mais tant que c'est pas le cas, je veux dire, il n'y a pas vraiment un signal moyen terme qui est donné. C'est juste que ça se regarde, parce que voilà, c'est des dossiers qui peuvent intéresser, même si ça n'intéresse pas le marché, ça peut intéresser des investisseurs, éventuellement, parce qu'on voit sur tous ces petits dossiers, ça fera partie certainement d'un truc que j'ai créé aussi, mais on voit bien sur tous ces petits dossiers qui n'ont pas la capacité de délivrer des résultats, je dirais, de manière prévisible. On voit le marché a complètement changé de mentalité, il ne s'intéresse plus à ces dossiers-là, et ne va que sur les dossiers, voilà, où le résultat est prévisible. Et les dossiers où le résultat est un peu plus compliqué, mais où vous cotez proche des fonds propres, voire en dessous et compagnie, ça s'intéresse pas. Par contre, ça intéresse quoi? Ça intéresse qui? Ça intéresse private equity, ça intéresse les familles qui sortent tout ça de la bourse, évidemment, et qui payent un prix dérisoire. Alors, c'est pas intéressant pour nous, investisseurs, parce que des fois, on est content qu'il y ait une OPA, bien entendu, mais il faut se dire que le prix qui vous est donné, c'est largement inférieur au prix qui aurait été possible s'il y avait une revalorisation du marché sur ces valeurs-là dans X années. Après, ça peut toujours ne pas arriver, c'est toujours la même chose, mais voilà, pour moi, ça fait partie du changement de mentalité qui a eu lieu des marchés depuis que les banques centrales sont dans un interventionnisme de plus en plus fréquent et puissant. C'est ce qui a plébiscité également les GAFAM, ce qui plébiscite les concentrations dans ces GAFAM-là et qui pourra poser problème sur de la volatilité de marché. Mais d'un autre côté, cet aspect plus value, etc., qui est morte d'un certain côté, il ne faut pas oublier et avoir un avis contrariant que je pense que ça reviendra. Ça mettra peut-être du temps, mais ça reviendra, et c'est là où vous avez un petit peu la valeur. C'est juste que la problématique, c'est que tous les nouveaux investisseurs qui sont là sur le marché depuis 10 ans, 15 ans, ils ont oublié ça, parce que c'est plus d'actualité. Donc c'est toujours la même chose, si vous voulez, il y a des grands cycles, et souvent les investisseurs oublient que c'était autrement avant, et que ça peut le redevenir dans le futur. Donc c'est ça qui me passionne, et c'est ça sur lequel je ferai peut-être quelques papiers et quelques vidéos la semaine prochaine. Neoen, donc valeur verte, vous voyez, c'est toujours baissier. Pour autant, je trouve qu'il y a un certain nombre de réactions, etc. Bref, ça se garde sous la main, ça se garde sous le coude. Je pense que ces valeurs vertes retrouvent un petit peu d'attrait, mais au niveau des configurations, c'est encore un petit peu prématuré. PayPal également retrouve de l'attrait, c'est du mode rebond à ce stade-là. Il y aura une bonne congestion à regarder par la suite. Ça se garde sous le coude également. Au niveau de Pierre et Vacances, ça aussi, ça va se regarder, je pense. On a la congestion ici, qui est en train de s'effectuer dans le triangle ascendant. Et on a une volonté, on était sur le bas, et on a une volonté d'essayer de revenir au-dessus de la médiane. Donc pour moi, pour se remettre dans le haut de la figure et pour rejouer le breakout. Donc tout ce qui est valeur tourisme et compagnie, ça marche bien. Perso, j'ai pris du TUI, etc.
Alors c'est pas des grosses tendances haussières, hein, on est sur des recovery, mais il y a un bon flux pour jouer ça en rebond prolongé. Au niveau de l'armement, voilà, on sait très bien que ça continuera d'être publicité ces prochaines années. On a Thales qui est sur les plus hauts et compagnie. RHM, Rheinmetall, qui fait de la congestion ici dans la figure. Si ça casse, bah, vous relancez le schmilblick. Voilà, mais je pars du principe que même si ça casse par le bas, ce genre de valeur-là, et que donc vous avez des corrections, il ne faut pas oublier qu'à long terme, ça continuera d'être subventionné, hein. Même si on a la paix en Ukraine, à un moment donné, il faut le sauter le plus tôt possible. Ça pourra éventuellement faire baisser ces valeurs-là, je dirais, à court terme, mais je ne pense pas que ça changera la stratégie européenne, notamment, et mondiale, au sens générique, de tensions géopolitiques supplémentaires, dans la stratégie de réarmement. Saint-Gobain, c'est positif, j'ai rien à dire, tant que vous allez être au-dessus des 55-56 euros, c'est bon. Sanofi, ça consolide à plat, c'est dans la figure globalement, donc il faut tenir cette zone-là, il faudra revenir au-dessus des 97 pour redevenir un petit peu plus positif, sinon c'est assez neutre. Sartorius Sterim, c'est baissier, dans sa tendance, mais à court terme c'est en mode rebond technique. Pour l'instant je laisse de côté, mais ça fait partie des titres pour moi de qualité que je me garde sous le coude, parce que je sais qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra les reprendre. Mais pour l'instant, voilà, mis à part si on fait du très court terme, j'ai pas encore d'intérêt. Soitec est en train de pousser comme avec l'ensemble du secteur semi-conducteur, alors on va revenir chercher probablement cette zone de résistance ici. Cette zone dorénavant devient support sur les 156, donc tant qu'on est au-dessus, on va rester positif, 156, 160. On a des bons retournements, et surtout ça se fait avec violence. Solution 30, éventuellement une relance haussière qui peut se mettre en place. Là, on voit que ça peut éventuellement buter, il faudra repasser les 3 euros pour vraiment relancer vers les 3,30. Sinon, on a une petite congestion qui peut se mettre en place ici. Stellantis, ça reste toujours très propre. C'est haussier, point barre. Rien de plus à dire, hein. Donc là aussi, on voit que l'argument cyclique, vous voyez, la bourse a anticipé de toute façon cette force depuis longtemps, cette force et cette résilience économique. Donc c'est souvent ce que l'on a, hein. Le graphique devance les fondamentaux. ST Microelectronics dans le sens des semi-conducteurs, positif au-dessus des 46 euros. Stonco, ça c'est une valeur brésilienne. Même chose, il y a eu une correction ici qui est venue là. J'étais un petit peu trop gourmand, encore une fois, décidément, ça a été ma marque de fabrique cette année. Un petit peu trop de gourmandise et pas accepter de payer un petit peu quelques centimes plus cher, mais bon, toujours plus facile après, évidemment. Des bons volumes, dans le rebond, on revient chercher la médiane, des plus larges figures en gros. Ça nous permet de construire les larges figures, mais d'un point de vue long terme, ça reste une valeur que je trouve très intéressante. SunPower, ça c'est baissier, ça fait partie des valeurs vertes, mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a des réactions, il y a des volumes, il y a des trucs qui me démontrent qu'on essaye de revenir. Vous avez Plug Power, etc., des valeurs hydrogène aussi qui sont faites laminer. Voilà, l'idée c'est de dire, c'est toujours endetté, ça gagne toujours pas d'argent pour la majorité d'entre elles, mais voilà, si on se détend un petit peu sur les dettes, et comme on est dans un facteur de marché qui est très positif, vous avez des rattrapages au minimum. À ce stade-là, il ne s'agit pas de jouer des retournements haussiers de tendance d'un point de vue moyen terme, on en est loin, il s'agit de jouer des rattrapages dans un premier temps. Et ensuite, on verra les constructions qui deviennent un peu plus sympas à moyen terme. Téléperformance aussi, pour l'instant, c'est jouer du rattrapage, jouer du rebond. Donc pour moi, on reste dans les clous au-dessus des 150 euros et on essaye d'aller chercher un break là de cette zone des 165-168 qui permettrait d'aller nourrir un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 180. Voilà, je ne jouerai pas beaucoup plus à ce stade-là encore. Tesla, ça reste positif et haussier également, tant que vous ne repassez pas au-dessous des 260, et à ce moment-là, on dira qu'on construit une figure. Là, l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher cette oblique-là. Donc on a une oblique qui est en train de passer par la zone des 290, et qui rassemble également une zone médiane qui a été souvent travaillée, aux alentours des 290. Donc ça peut être une zone importante. Ça se regarde. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Ce sera la question. C'est sûr que quand on regarde le Nasdaq, on a un petit peu le vertige, hein, mais à ce stade-là, voilà, c'est haussier, il y a toujours des flux, et on verra bien quand le marché décidera de corriger. Le seul truc, c'est qu'il faudra se faire attention à la volatilité. Total Energy, bon, ça reste en construction propre à ce stade-là.
Donc il faudra voir le pétrole. Si le pétrole relance, on aura ces pétrolières-là qui relanceront. Ce que je trouve très intéressant, c'est plutôt que le marché va chercher les parapétrolières qu'il avait complètement délaissées jusqu'à présent, enfin complètement, qu'il avait un peu plus délaissées jusqu'à présent, donc on voit le rebond surtout se faire sur les paras, donc on voit, si vous voulez, que c'est là où le marché pense qu'on va avoir le rattrapage sur les marges le plus possible, et les pétrolières, voilà, en mode un peu plus mastodonte, colosse, qui pourra remonter, mais un peu plus lentement. Ubisoft, pour moi, qui reste dans une configuration intéressante. Donc on a bien consolidé, on est revenu sur les supports, on réagit bien. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça prend du temps, mais on a le retournement qui s'acte au-dessus des 23 €. Mais il faudra le confirmer pour accélérer un petit peu plus les choses et revenir vers la zone des 35 €, un débordement des 28 €. Mais voilà, secteur des jeux vidéo qui n'est pas sans intérêt, mais on voit ça rame quand même. Et secteur immobilier, je vais terminer par ça aussi, donc secteur immobilier où on voit que le marché, clairement pas plus la fin des mondes. Même sur de l'immobilier commercial comme Unibail, qui est clairement pas la meilleure roue du carrosse, hein, on a eu des très belles réactions, et ça pour moi c'est important pour regarder la psychologie du marché. Donc on est toujours dans un très grand biseau descendant, donc éventuellement on continue de graviter à l'intérieur, on n'a pas vraiment de signal long terme, hein, il ne s'agit pas de parler de retournement haussier, patati patata, mais on a des constructions très intéressantes de retournement qui laissent à penser que voilà, à ce stade-là, le marché s'est sorti un petit peu de la peur sur l'immobilier commercial et reprend un petit peu confiance, jusqu'à preuve du contraire. Voilà pour cette vidéo, les graves, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, de me suivre, on est à mi-année, donc voilà, merci beaucoup pour tous les likes, tous les partages, les gens qui partagent les vidéos ou les articles sur les réseaux sociaux, ce qui permet peut-être à d'autres personnes de faire découvrir, bref, c'est clairement une motivation pour moi, et parfois même un petit peu plus, au fur et à mesure où je vieillis, où je mature, un petit peu plus de plaisir à écrire et à partager que dans mon trading propre, puisque je dirais que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire globalement, mais bon, c'est toujours une drogue, mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous privilégiez, etc. Moi, ça me motive toujours de continuer, donc on continue comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous aide. Parfois, moi, voilà, comme j'ai mis dans le bilan aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une année de flottement, et d'être un petit peu frustré des fois parce que par rapport aux hypothèses de travail, c'était pas mal, mais dans l'exécution, ça a été moins bon, faute de temps, etc. On peut toujours se trouver des excuses, mais voilà, c'est du transitoire aussi, tout jeune papa, je pense, me comprendra. Mais si, voilà, j'ai essayé de garder, on va dire, mes écrits, le nombre d'écrits et de publications que je fais à peu près à un niveau équivalent, peut-être au détriment de mon propre trading ou de mes investissements. Donc voilà, si au moins ça a permis à certains de tirer leur épingle du jeu, ça permet de réduire un petit peu mes propres frustrations. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance. Et puis voilà, à lundi, sur graveceaubourse.fr, je reste là pendant l'été, même si les publications seront certainement un petit peu plus réduites, voilà, ces prochaines semaines. Salut les graves.